Voici l'histoire de la plus grande guerre mondiale. L'histoire d'une époque où les pires atrocités furent commises. 74 millions de morts, 5 millions et demi d'Allemands, 21 millions de Chinois, 21 millions de Russes, 6 millions de Juifs, 3 millions et demi de Japonais. En mars 1933, un nouveau chancelier est élu en Allemagne. Il prend le pouvoir sans conspiration, sans violence. Il est élu selon les lois démocratiques. Une démocratie qu'il s'est clairement engagé à détruire. Son programme est de finir le travail commencé lors de la Première Guerre mondiale, dans le sang s'il le faut. Cet homme est Adolf Hitler. Soldat d'infanterie, Hitler avait vu la guerre de près dans les tranchées du front de l'Ouest. La Grande Guerre avait éclaté en 1914 car l'Allemagne, alors jeune nation, rêvait d'être reconnue comme une grande puissance par ses illustres ennemis, la France, la Russie et l'Angleterre. Un jeu complexe d'alliances et un climat international houleux menèrent ces pays à entrer en guerre. La Première Guerre mondiale prit fin étrangement, sans éclat. Après une victoire écrasante à l'Est, qui avait conduit à la reddition totale de la Russie et à l'annexion de vastes territoires, l'Allemagne reconnut sa défaite sans même avoir été envahie. Nombre d'Allemands pensaient que leurs armées avaient été poignardées dans le dos, trahies et non vaincues. Les combats cessèrent soudain en 1918 avec l'armistice. La conférence et le traité de Versailles étaient censés entériner la fin de la Première Guerre mondiale. Une rencontre au sommet eut lieu entre la France, l'Angleterre, l'Italie et les États-Unis pour mettre en place un système de sécurité garantissant la paix en Europe. Lénine, représentant du nouveau gouvernement révolutionnaire d'Union soviétique, ne fut pas invité. L'Allemagne fut convoquée uniquement pour signer le traité final. La France exigea que l'Allemagne assume l'entière responsabilité de la guerre. Pour les Anglais, il s'agissait davantage d'un horrible malentendu. Chaque clause du traité découlait de la culpabilité supposée de l'Allemagne. Chaque ligne était autant d'affronts préparant le terrain pour une nouvelle guerre. Seule l'humiliation et l'affaiblissement de l'Allemagne garantiraient la paix, croyait-on. Ainsi, les vastes territoires à l'Est que l'Allemagne avait arrachés à la Russie soviétique, ces territoires que l'on appellerait plus tard le Lebensraum, l'espace vital, lui furent enlevés pour créer une nouvelle nation, la Pologne. Une idée noble et belle était née, selon laquelle les États seraient découpés en fonction des nationalités. Les Polonais héritèrent donc de leur propre nation, plutôt que d'être considérés comme des minorités en Allemagne et en Russie. Mais les Allemands firent les frais de ce nouveau découpage de l'Europe. La Pologne avait gagné l'accès à la mer et des millions d'Allemands devinrent à leur tour une minorité en Pologne. Les frontières de la nouvelle Tchécoslovaquie englobaient des millions d'Allemands, les Allemands des Sudètes, et seulement une minorité dissidente de Slovaques. Contrairement au principe de nationalité, l'Autriche, où l'on parlait pourtant allemand, se vit refuser l'unité avec l'Allemagne, à moins que les deux pays associent leurs forces. Le traité de Versailles avait créé une Europe où l'Allemagne, un pays encore puissant, était bordée à l'Est de petites nations faibles avec lesquelles elle avait désormais un compte à régler. Les combats avaient dévasté le nord de la France et quasiment ruiné les économies de l'Angleterre et de la France. Selon le traité, l'Allemagne devait prendre en charge les frais de reconstruction. Des sommes énormes versées à la France et à l'Angleterre pour rembourser les emprunts faits aux États-Unis. L'addition était colossale, paralysant l'économie allemande. Versailles humilia l'Allemagne en imposant que la Rhénanie, région bordant les frontières de la France, soit démilitarisée. L'armée allemande, la plus grande d'Europe, devait se réduire à 100 000 hommes
rendant impossible toute velléité de guerre. L'armée ne devait disposer d'aucune des armes modernes, tanks ou avions, qui avaient révolutionné la Première Guerre, ni même de sous-marins. Versailles fonda la Société des Nations, prévoyant l'existence d'un tribunal international pour garantir la sécurité et prévenir les agressions. Tandis que les Européens pleuraient leur génération perdue à la guerre, ils vivaient sur un continent où subsistaient les tensions qui les avaient déchirés, auxquelles s'ajoutaient de nouveaux griefs et amertumes. Le pays le plus puissant d'Europe avait conservé sa force, sa taille, son économie, son industrie et sa population intactes, et était désormais rongé par les rancœurs. La capacité du traité à garantir la paix et la sécurité dépendait de la coopération de l'Allemagne. Et si l'Allemagne refusait de payer, si elle se réarmait et envoyait des troupes en Rhénanie, la France et l'Angleterre n'avaient pas d'autre solution que de plonger à nouveau dans l'horreur de la guerre, de recommencer les combats pour en finir avec les conflits. En cela, le traité de Versailles était un échec. Les Anglais le trouvaient injuste et irréaliste. Les Français pensaient que la punition infligée à l'Allemagne était insuffisante, que la seule réponse à l'agression de l'Allemagne était la guerre totale. Mais qu'en était-il des États-Unis dont l'intervention en 1917 avait précipité la défaite de l'Allemagne? Les États-Unis, plongés dans le marasme des années 20, se replient sur eux-mêmes. Tournant le dos à l'Europe, le Congrès américain refuse de ratifier le traité, estimant que la distance séparant le vieux continent du Nouveau Monde le met à l'abri des problèmes de l'Europe. Quand Hitler prend le pouvoir en 1933, le système d'indemnisation s'est déjà effondré sous le poids de la crise économique mondiale. Pendant 13 ans, les réparations de guerre pesèrent lourdement sur l'Allemagne qui traversait une série de crises. Pour les Allemands des années 20, l'Angleterre et la France étaient responsables de tous les maux: pauvreté, inflation galopante et montée du chômage. Les Allemands se sentaient étranglés, les Français les accusaient de vouloir se dérober à leurs dettes. Les Anglais pensaient que l'annulation des dettes pourrait contribuer au redressement économique de l'Europe. Au début des années 30, une banqueroute entraîne la suspension des paiements. Le gouvernement allemand est discrédité. Hitler accède au pouvoir. 13 années de conflits pécuniaires ont eu raison du traité de Versailles. Les Anglais se mettent à penser que les Français sont mal intentionnés. La désillusion gagne les Français. L'entre-deux-guerres est une période complexe et il serait simpliste de voir en Hitler un calculateur appliquant une stratégie précise. Hitler avait de grands projets, même si ce qui en résulta est plus que discutable. Les grands projets s'appuient toujours sur un contexte historique et savent tirer parti de situations aléatoires ou d'actions individuelles spontanées. Les projets ont beau exister, les rêves aussi, il existe toujours un fossé entre une idée et sa réalisation. Hitler se présente au peuple avec un grand projet: anéantir le traité de Versailles qu'il qualifie d'esclavagiste et refaire de l'Allemagne une nation forte. Dès son élection en 1933, les actions d'Hitler visent point par point à renier l'existence du traité. L'erreur des dirigeants politiques et des citoyens fut de penser qu'Hitler et le parti nazi étaient comme tous les autres, capables de discours extrémistes en campagne, mais adoptant un comportement bien différent une fois au pouvoir.
wenn die anliegenden Nationen ebenso restlos verkleiden. Hitler était un politicien d'action et fit ce qu'il avait dit. Il avait promis de détruire la démocratie qui, selon lui, était l'ennemi d'un pouvoir fort, et il la supprima effectivement à la première occasion. Un mois après l'élection de Hitler, le Parlement allemand, le Reichstag, prend feu. L'incendie est criminel. Pour certains, ce coup porté au symbole de la démocratie ferait l'objet d'un complot. La polémique à ce sujet reste au cœur de l'histoire de l'Allemagne nazie. Les nazis accusent les communistes et déclarent que l'incendie est le début d'une conspiration visant à instaurer une Allemagne soviétique. C'est ce que désirent en effet les bolcheviks, ennemis des nazis. L'incendiaire présumé est Marius van der Lubbe, un jeune Hollandais communiste arrêté dans le bâtiment cette nuit-là. Il resta silencieux durant son jugement, sa condamnation et son exécution. Les événements qui survinrent cette fameuse nuit à Berlin restent un mystère. Van der Lubbe a-t-il été utilisé par les nazis qui allumèrent eux-mêmes l'incendie pour exploiter la crise qui s'ensuivit? Était-il l'instrument d'un réel complot? Hitler céda-t-il à la paranoïa d'un complot imaginaire? Van der Lubbe était-il un électron libre? L'histoire ne peut que rendre compte du résultat de cet incendie. La destruction physique et politique de la démocratie allemande. Imposant l'état d'urgence, les nazis suspendent le Parlement et emprisonnent les opposants communistes et socialistes. Hitler cumule les fonctions de chancelier et de président, devient le premier homme de l'État. L'armée lui jure loyauté et une démocratie parlementaire se transforme en dictature. Les théories raciales du nazisme sont impitoyablement mises en œuvre. Les théories des nazis, qui paraissaient excentriques tant qu'ils étaient dans l'opposition, se transforment en actes. Selon Hitler, les Juifs qui souhaitent la disparition de la race aryenne avaient déclenché la guerre entre l'Allemagne et l'Angleterre. Hitler pensait qu'ils utilisaient les Slaves à travers l'Union soviétique pour menacer la race germanique. Les Juifs furent persécutés et leurs biens saisis, de manière plus ou moins officielle, dans toutes les strates de la société allemande. Wir haben 4 Jahre damals uns ausgebeten und wollen diese 4 Jahre nützen. Hitler tint ses promesses. Il s'était engagé à supprimer le chômage et mit en œuvre une politique de relance économique qui n'avait rien à envier au New Deal de Roosevelt aux États-Unis. L'argent est injecté massivement dans l'économie sous forme de vastes travaux publics, créant des emplois, relançant la consommation sur tout le territoire. Une des images qui persistent des années 30 est celle de Hitler et les nazis inaugurant fièrement les autoroutes, chemin d'une ère nouvelle. En réalité, la politique de Hitler est beaucoup plus impitoyable que celle de Roosevelt, l'interdiction des syndicats lui rendant la tâche plus facile. Les parades nazies spectaculaires sont l'expression sincère d'une nation reconnaissante, défilant au pas comme un seul homme, en l'honneur de son dirigeant. En 1933 déjà, l'Allemagne ne rembourse plus la dette de guerre. Hitler remet alors en cause le principe du désarmement. Ses prédécesseurs avaient organisé d'interminables conférences pour demander la révision de cette clause, sans résultat. Hitler pressent que la France sera trop faible pour intervenir et que les Anglais, trouvant le traité injuste, fermeront les yeux. Il ordonne le réarmement.
niemals mehr abzuändern Entschluss. Es soll aber aus diesen... C'est un pari risqué. Les Français enragent, constatant le retour en Allemagne des U-Boats, des tanks, des premiers avions, prémices de la redoutable Luftwaffe, mais rien ne se passe. Hitler a défié les Français et les Anglais, il remporte son pari et quitte simplement la Société des Nations. En mars 1935, Hitler récupère le territoire de la Sarre, mettant ainsi le traité de Versailles en lambeaux. La Sarre, qui touchait la frontière française, avait été saisie par la France à la fin de la Première Guerre. C'était un petit territoire, mais d'une grande importance économique. Selon le traité de Versailles, après 15 ans d'occupation française, la Sarre devait voter pour choisir entre la France, l'Allemagne ou l'indépendance. Hitler était au pouvoir depuis 2 ans et les Sarrois savaient que choisir l'Allemagne, une dictature militaire agressive, signifiait voter la fin de la démocratie. Les Sarrois étaient aussi intelligents et instruits que n'importe quel Européen. Ils débattirent longuement sur la question. La France fournit des arguments attractifs pour être choisie. Le vote eut lieu de manière tout à fait libre et légale, sous contrôle international. 98% votèrent pour l'Allemagne, pour le nazisme, pour Hitler. Si le personnage principal sur la scène de l'Europe était Hitler, le second rôle revient au dictateur italien Benito Mussolini. Les fascistes italiens sont arrivés au pouvoir quelques années avant les nazis pour des raisons semblables. Bien que du côté des vainqueurs, les Italiens s'étaient sentis spoliés après la guerre. Mussolini présenta le fascisme comme un parti dynamique d'avenir et abolit la démocratie. Le nazisme s'en inspirait, tant politiquement que dans l'idéologie. La différence fondamentale entre les deux dirigeants résidait dans leur passage des mots aux actes. Mussolini était vantard, s'enorgueillissait de son pouvoir. Mais en réalité, l'Italie était un pays faible tant du point de vue de ses richesses que de ses ressources et de son industrie. Mussolini se considérait comme le créateur du fascisme et le modèle de Hitler. Des années plus tard, face au succès de Hitler, il entra lui aussi en action. Finalement, c'est le principe de rivalité basé sur la vanité et l'envie qui affaiblit terriblement la stratégie de l'alliance italo-germanique. En 1935, l'Italie envahit l'Abyssinie, actuelle Éthiopie, le seul pays africain resté jusqu'alors indépendant. Une monarchie féodale gouvernée par Haïlé Sélassié. Les deux pays s'étaient déjà affrontés au XIXe siècle et l'Italie avait été battue. Mussolini veut sa revanche. Pourquoi l'invasion de l'Abyssinie, un pays lointain peu connu des Européens, marqua-t-elle un premier pas vers la guerre? Parce que l'affaire fut portée devant la Société des Nations. L'Abyssinie était un pays membre. Haïlé Sélassié appela dignement la Société des Nations à l'aide. La Société des Nations imposa à l'Italie des sanctions économiques restreintes sans aller jusqu'à celle qui, même dans les années 30, était la plus efficace, couper l'approvisionnement en pétrole. La SDN se retrouve très vite devant le fait accompli. L'Italie est victorieuse. Mussolini est proclamé roi d'Italie et empereur d'Abyssinie. Hitler reste distant face à ces événements. Bien que l'Allemagne ne fasse plus partie de la Société des Nations, il applique scrupuleusement les sanctions contre l'Italie. Il prend note de l'incapacité de la SDN à agir et décide d'occuper à nouveau la Rhénanie.
Le traité de Versailles interdisait à l'Allemagne la présence de troupes face à la frontière française. Le 7 mars 1936, Hitler ordonne à ses hommes de traverser le Rhin. Encore un pari risqué, car si la France décidait d'entrer en guerre, l'Allemagne n'était alors pas assez forte pour résister. Encore un pari gagné par Hitler. La France n'entrerait pas seule en guerre. Et le peuple anglais désapprouverait une action militaire. Pour eux, il ne cédait rien à l'Allemagne, qui retrouvait simplement l'entièreté de son territoire. La récupération de la Rhénanie fut considérée comme la fin de la Première Guerre mondiale et de ses répercussions. Après cela, l'Allemagne ne se contenta pas de rétablir les torts de Versailles. Hitler innovait en matière de politique internationale dans les années 30. Le credo commun après la Première Guerre était le désarmement et le contrôle des armes, un monde où les politiciens mentaient sur leur possession en fusils, tanks ou avions, dissimulaient la construction d'énormes bateaux. En 1934, au Parlement anglais, un échange fougueux a lieu entre le parlementaire Winston Churchill et le Premier ministre Baldwin. Churchill, à tort, clame que les Allemands possèdent une armée de l'air déjà beaucoup plus puissante que la Royal Air Force. Hitler s'en saisit et se déclare beaucoup plus puissant qu'il ne l'est en réalité. Dans ce climat de paranoïa, personne ne peut imaginer qu'un pays puisse surévaluer ses forces. En 1936, la guerre civile éclate en Espagne. En 1931, l'Espagne était devenue une république et une série de réformes furent engagées. Les conservateurs s'alarment de ces changements et à l'élection, en 1936, d'un gouvernement communiste et socialiste, une partie de l'armée se rebelle. Il est peu crédible que cette rébellion ait été orchestrée par les fascistes. Les généraux espagnols étaient trop conscients de l'importance historique de leur pays pour avoir été de simples marionnettes. Le chef rebelle Francisco Franco était moins un fasciste qu'un conservateur convaincu, défendant le patriotisme et la religion, un homme croyant plus aux valeurs du passé qu'à l'établissement d'un ordre nouveau. Pourtant, les Allemands et les Italiens l'ont soutenu, lui fournissant avions, fusils et soldats, désirant discréditer la démocratie et tester leurs nouvelles armes. Aucun n'était prêt à s'engager en guerre. Ils avaient prévu de se retirer en cas d'opposition de la France et de l'Angleterre. Aucune démocratie ne voulut s'impliquer dans ce conflit qui risquait de devenir une guerre à l'échelle européenne. Une fois de plus, le bluff de Hitler fit reculer la démocratie. La Russie soutint les républicains, par solidarité envers les communistes qui dirigeaient de plus en plus les combats. Et aussi pour attiser les conflits dans cette partie éloignée de l'Europe afin d'affaiblir et diviser ses ennemis. Franco aurait très rapidement perdu la guerre si les démocraties avaient soutenu le gouvernement légitime. Si, tout comme la France et l'Angleterre, les fascistes et les communistes étaient restés neutres dans le conflit. Les combats se prolongèrent 3 années encore. 3 années de cruauté croissante. Les troupes de Franco tuaient quiconque osait exprimer une opinion libérale. 1/3 des membres du clergé, moines, nonnes et prêtres, fut assassiné par les républicains. Le conflit qui déchirait l'Espagne l'isolait totalement du reste de l'Europe. Par la suite,
l'Espagne allait rester neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vraiment il y a eu complot de la part de Hitler, il n'en a tiré aucun profit. Quelques Américains se battirent aux côtés des républicains, mais les États-Unis n'étaient pas plus concernés par les problèmes de l'Espagne que par n'importe quelle autre affaire internationale. Durant les années 20 et 30, l'Amérique était concentrée sur ses propres problèmes. Les idéaux américains avaient influencé le traité de Versailles, cependant le Congrès refusa de le ratifier. L'Amérique ne voulait rien avoir à faire avec la Société des Nations et refusait de s'impliquer dans le système de sécurité qu'elle mettait en place. L'Amérique était plongée dans le chaos d'une dépression économique après le krach de Wall Street. Son industrie et son agriculture étaient en crise, le chômage était élevé et les mécontentements s'étendaient. Les manifestations se succédaient devant la Maison-Blanche jusqu'à ce que le général Douglas MacArthur menace de faire tirer l'armée sur les manifestants. En 1932, une politique nouvelle commence avec l'élection du démocrate Franklin Roosevelt. It looks, my friends, like a real landslide this time. Avec le New Deal, l'Amérique est plus que jamais tournée sur elle-même et se soucie peu des événements d'outre-Atlantique. Pendant la guerre, elle deviendra finalement le plus redoutable ennemi d'Hitler. Le dictateur nazi commet l'erreur de sous-estimer les Américains. Pour Hitler, ils ne représentent aucune menace. Une race faible, dominée par les Juifs, dégénérée par sa population afro-américaine. L'absence de force militaire des États-Unis reflète son désir d'isolement. En 1930, ils ne font peur à personne. Alors que l'Allemagne considérait comme insultant de devoir réduire ses troupes à 100 000 hommes, le Congrès américain avait volontairement limité les siennes à 135 000. Par conséquent, l'opinion des États-Unis pesait très peu dans la balance. En 1935, le Congrès s'était muré dans le protectionnisme en instituant la neutralité. Ceci pour répondre à une théorie prétendant que les marchands de canons avaient orchestré l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. La vente d'armes était désormais interdite à toute nation en guerre. Si Hitler accordait peu d'intérêt aux États-Unis, le Japon, en revanche, les regardait d'un mauvais œil et avec envie. On néglige souvent le rôle du Japon et de la Chine dans le déclenchement de la guerre. De l'autre côté de la Terre, au Japon, des idées naissaient, des troupes se déployaient, des actes d'une stupéfiante cruauté et inhumanité étaient commis. Des conspirations et des plans de guerre prenaient forme. En 1926, un nouvel empereur prit place sur le trône, Hirohito. Comme le voulait la coutume, un nom fut choisi pour désigner ce nouveau règne, Showa, l'ère de la brillante harmonie. Les années à venir devaient apporter paix au peuple du Japon et de l'Asie. Durant l'entre-deux-guerres, la transformation du Japon en une société moderne semblait avoir échoué, avec le chômage, la dépression économique et la misère rurale. Le Japon s'était engagé aux côtés des nations victorieuses sans tirer profit de la paix. Après l'abandon de la démocratie en Italie et en Allemagne, certains Japonais suggéraient de revenir à une société traditionnelle.
L'archipel japonais surpeuplé manquait des ressources nécessaires à la création d'une société industrielle moderne. L'expansion semblait une solution pour résoudre les problèmes de chômage et de récession. Le Japon, amer, regardait avec convoitise la Chine, dont les richesses étaient exploitées par les Européens. Le Japon n'était pas un pays fasciste. Le mariage des impératifs économiques et d'une mythologie traditionnelle rendait son identité unique. Dans l'entre-deux-guerres naquit une idéologie selon laquelle les Japonais étaient une race supérieure, la présence de l'empereur divin lui conférant une distinction, les situant au-dessus des peuples qui avaient perdu leur lien avec le sacré. Selon cette idéologie, les Japonais, peuple éclairé, libéreraient les infortunés d'Asie durant une guerre visant à maîtriser le monde où l'ennemi était les États-Unis. Le Japon, en tant que nation industrielle, exploitait une partie de la Chine. Des traités internationaux autorisaient divers pays à exploiter des territoires et à y déployer des troupes, telles l'Angleterre à Hong Kong. À partir de leurs concessions, les Japonais souhaitaient gagner du terrain. En 1931, les Japonais inventent une attaque des troupes chinoises dans la Mandchourie. En représailles, l'armée japonaise envahit la province chinoise qu'ils rebaptisent Manchukuo et y installe un gouvernement fantoche avec à sa tête Wu Yi, dernier empereur de Chine. Durant cette politique expansionniste, les militaires gagnent du pouvoir, devenant la première force politique du Japon. L'invasion de la Mandchourie par le Japon fut un point décisif du cheminement vers la guerre. C'était le premier coup porté à la Société des Nations. Un an après l'invasion, la SDN rédigea un rapport condamnant à juste titre l'action japonaise. Sans aucun résultat. Le Japon quitta la Société des Nations. C'était juste un an avant l'arrivée au pouvoir de Hitler. En novembre 1936, craignant les ambitions de la Russie et l'expansion du communisme, le Japon passa avec l'Allemagne et l'Italie un pacte. Le pacte anti-Comintern, dirigé contre l'expansion communiste. Ce pacte n'était pas le résultat d'une idéologie commune ou d'une relation de confiance, c'était une alliance basée sur la peur d'un ennemi commun. Les Japonais savaient que les nazis, comme eux, revendiquaient la supériorité de leur race et que leurs idéologies étaient incompatibles. En 1937, le Japon réinvente une attaque chinoise de l'armée japonaise et les deux pays entrent en guerre. Les Chinois, menés par Chiang Kai-shek, répondent à l'attaque. La guerre promettait d'être longue et cruelle. En décembre 1937, Nanking, la capitale du Sud, tombe. 300 000 Chinois sont tués dans une orgie de viols, de tortures et de pillages. En 1937, une moitié du monde a déjà pris les armes. Pour les historiens chinois, ce conflit marque le début de la guerre. La Russie de Staline fait figure d'exception dans une Europe rongée par le ressentiment à l'issue de la Première Guerre. L'intérêt de la Russie dans les affaires internationales est pragmatique. Il se limite à s'assurer qu'aucune coalition capitaliste ne soit formée contre le bolchevisme. L'Union soviétique a lancé pour 5 ans un plan massif d'industrialisation. C'est aussi le temps des purges. Chacun, y compris Staline, vivant dans une terreur paranoïaque, redoutant les trahisons, les dénonciations, les emprisonnements dans les camps de travail et les exécutions sommaires. Des millions de personnes meurent ou disparaissent. La terreur despotique du stalinisme pose un redoutable dilemme aux démocraties.
C'est ce qui justifie sans doute leur politique de concession. Dans les années 30, qui est le pire? Hitler ou Staline? L'Europe de l'Ouest craint par-dessus tout le bolchevisme et Hitler est un anticommuniste sévère. L'inaction des politiciens démocrates face à Hitler est le pendant de l'agressivité nazie. L'histoire les condamne à apparaître comme des pacifistes naïfs, prêts à avaler les mensonges de Hitler. La vérité est pourtant plus complexe. Le traité de Versailles n'offrant aucune autre réponse aux agressions que l'entrée en guerre, les concessions, les compromis et le pacifisme étaient devenus les seuls moyens de résoudre les problèmes. Au début des années 30, James Ramsay MacDonald fut élu. Premier socialiste nommé Premier ministre en Angleterre. Il était connu pour son engagement pacifiste durant la Première Guerre. MacDonald pensait que les revendications de l'Allemagne étaient justifiées. Stanley Baldwin, son successeur en 1932, un homme placide et sans charisme, trouvait la réaction de la France face à l'agression de Hitler hystérique et paranoïaque. En Angleterre, les politiciens étaient persuadés que l'Allemagne méritait un meilleur traitement et refusaient de s'inquiéter de Hitler. Mais la France était traversée par des émotions plus complexes. Les Français se sentaient menacés par l'Allemagne, et pourtant un défaitisme cynique les empêchait d'entrer clairement en action contre le nazisme. Ils refusaient d'agir sans les Anglais, persuadés qu'une guerre allait arriver et qu'elle était inévitable. Leur vision du monde allait s'exprimer sous une forme spectaculaire. Dans la seconde moitié des années 30, la France allait consacrer des sommes considérables à la construction de la ligne Maginot. Du nom du ministre qui l'a conçue, la ligne était un complexe futuriste de fortifications. Allant de la Suisse au Luxembourg jusqu'aux frontières belges, elle devait servir à dissuader une attaque allemande. Son point faible était qu'elle ne couvrait pas toutes les frontières à l'Est, car il était politiquement injustifiable de l'étendre le long de la Belgique, un pays neutre et amical. Près d'un demi-million de soldats habitaient ce monde souterrain, constitué de puissants bunkers enterrés, reliés par des rails et des routes, et remplis de munitions. L'ancien front de l'Ouest était devenu un mur de béton. La rigidité de la ligne Maginot reflétait l'état d'esprit des Français. Trop souvent, les gens qui cherchent à prévoir l'avenir se fient au passé. Ainsi, la France était persuadée que les Allemands emprunteraient le même chemin. Tout en construisant son mur, la France allait chercher des alliés en Europe de l'Est. Mais avec quel pays la France signa-t-elle des alliances? La Tchécoslovaquie et la Pologne. Des petits pays faibles avec qui Hitler considérait avoir des comptes à régler. Des pays contenant des minorités allemandes, des territoires allemands. La Pologne était notoirement instable et belliqueuse, rêvant de pouvoir et de prestige. Loin d'intimider l'Allemagne, ces alliances allaient entraîner la France dans la guerre. Tous les politiciens démocrates n'étaient pas des pacifistes. En Angleterre, Winston Churchill proclamait que le nazisme finirait par entraîner une grande guerre. Une fois de plus, dans ses propos, la réalité et la fiction se mêlaient. Dans les années 30, Churchill passait pour un dangereux excentrique, exhortant à un armement excessif qui pouvait conduire à la guerre. Le passé politique de Churchill en Angleterre n'était pas couvert de gloire. Durant la Première Guerre, il avait été forcé de démissionner du gouvernement après avoir mené des campagnes désastreuses entraînant des centaines de morts. Plus tard, ministre des Finances, il avait également été obligé de démissionner après une gestion catastrophique ayant entraîné une crise économique. Durant les années 30,
il n'avait plus sa place sur la scène politique, traînant une étiquette de réactionnaire borné. Personne ne croyait en Churchill. Considéré comme un homme sans principe, un politicien cynique ne songeant qu'à sa réussite personnelle. Il est difficile aujourd'hui de concevoir que dans les années 30, les Anglais se méfiaient de Churchill et trouvaient logique que leur gouvernement soit arrangeant avec Hitler. En mai 1937, Neville Chamberlain devient Premier ministre. Chamberlain tient pitoyablement le mauvais rôle dans l'histoire de la guerre. Aujourd'hui, il apparaît comme un pacifiste soumis, ayant trahi les petits pays. Il incarne le faible face à la force de Churchill. Avant de le juger, posons-nous la question. À sa place, n'aurions-nous pas également trouvé raisonnable et juste d'éviter à tout prix le retour de la guerre ? Aurions-nous suivi Churchill dans ses propos délirants? La différence entre Chamberlain et son prédécesseur était réelle. Baldwin, indolent, avait laissé les affaires étrangères partir à la dérive. Chamberlain, malgré ses allures de gentleman du XIXe siècle, était intelligent et aurait pu être un grand chef d'État. Il était déterminé à reprendre les choses en main et à résoudre les problèmes plutôt que les ignorer. Chamberlain avait des principes et de la détermination, et il suivit la voie que chaque politicien et citoyen considérait comme sensée à cette époque. Pour certains historiens, l'annexion de l'Autriche en 1938 marque le début de la guerre. Les événements précédents ne visent qu'à annuler les punitions infligées à l'Allemagne par le traité de Versailles, alors que la réunion de l'Autriche et de l'Allemagne, l'Anschluss, est une agression caractérisée. Pour les nazis, tous les peuples germaniques doivent être réunis dans un seul État. Et Hitler lui-même est né en Autriche. L'Anschluss allait augmenter la population, la puissance industrielle, rendant possibles les conquêtes futures. Pour Hitler, c'était un premier pas vers le grand destin de l'Allemagne, qui était de repousser ses frontières. Le parti nazi autrichien menait un combat constant contre le gouvernement d'Autriche. La liste des assassinats, des menaces et des attentats était longue. En 1936, le chancelier autrichien Schuschnigg passa un accord avec Hitler. Malgré les concessions faites aux nazis, les troubles continuèrent. 2 ans plus tard, en février 1938, Schuschnigg et Hitler se réunirent à nouveau et décidèrent qu'un sympathisant nazi serait nommé ministre de l'Intérieur en Autriche. Le gouvernement autrichien, se sentant menacé, proposa que l'Anschluss fasse l'objet d'un vote. En Rhénanie, Hitler avait bluffé sur l'étendue de ses troupes. Maintenant, elles se massaient réellement à la frontière autrichienne, prêtes à intervenir. Pour la première fois de l'histoire, une crise internationale fut gérée par téléphone. Schuschnigg et les Autrichiens, qui voulaient préserver l'indépendance du pays, appelèrent les dirigeants européens pour obtenir leur soutien. Mais personne n'accepta de les aider. La France et l'Angleterre ne voulaient pas intervenir, sachant que les Autrichiens étaient majoritairement favorables à l'Anschluss. Un enthousiasme déchaîné accueillit l'arrivée des troupes allemandes en Autriche. Hitler était un héros. L'Autriche faisait désormais partie du Troisième Reich. Comme en Allemagne, Hitler avait pris le pouvoir en Autriche, pas à pas.
utilisant la démocratie pour mieux la détruire. Devant l'adulation du peuple autrichien, peut-être que Hitler lui-même sentit souffler le vent de l'histoire, voyant s'ouvrir devant lui le chemin d'une destinée qui s'accélérait soudain de manière incontrôlable. Bientôt, la Tchécoslovaquie devra faire face à l'ambition impitoyable de Hitler.